Les audiences se poursuivent ce mercredi avec la présentation des déclarations liminaires de la défense. La première partie concerne la présentation par le bureau du procureur de l'ensemble des moyens de preuve dont il dispose. La promotion de la démocratie, du développement et de l'unité dans les continents, c'est le thème retenu du Forum continental des rois et chefs traditionnels d'Afrique dont les travaux débutent ce mercredi à Kinshasa. Merci de rester avec nous. Début ce mercredi à Kinshasa de la grand-messe des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Les participants arrivés dans la capitale congolaise depuis le week-end ont été reçus par le président du Sénat, placé sous le signe de la promotion de la démocratie, du développement et de l'unité dans les continents. Ce forum continental a pour point culminant la présentation du nouveau comité. Ils sont tous rois et chefs traditionnels et viennent du Tchad, du Ghana, du Kenya et du Congo-Brazzaville. Ce mardi à Kinshasa, c'est au président du Sénat qu'ils ont rendu visite. Une visite en marge du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique qui se tiendra dans la capitale congolaise. On est venu voir l'honorable président du Sénat afin de lui présenter le nouveau comité de l'Association panafricaine des rois d'Afrique et chefs traditionnels. Le Forum des rois se bat pour le développement en Afrique, la paix et surtout pour l'unité des nations africaines. Le vice-chairman, le roi Fiti du Ghana. Cette série de visites, ces chefs traditionnels l'ont entamé lundi. Auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces rois ont sollicité l'appui d'Évariste Bochab pour la bonne tenue du forum. Par contre, auprès du ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, le chef de la délégation a profité de l'occasion pour faire la carte postale du forum. Ce forum existe depuis 2008, sous l'initiative du leader Kadhafi à l'époque, qui nous a réunis plus de 1500 rois à Benghazi, à l'époque où nous étions tous présents. Et on a continué, malgré son départ que vous connaissez tous, on a continué à nous réunir. Maintenant, c'est l'Afrique centrale, c'est à mon tour. Et après, ce sera l'Afrique de l'Ouest. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger a lui aussi reçu ces monarques dans son cabinet. Toutes les autorités visitées ont promis leur soutien pour la réussite de ce forum. Vide sur le Katanga de Mambré, même la seule gestion provisoire de la province n'existait plus. Moïse Katumbi Tchapoué a annoncé sa démission hier dans la soirée sur son compte Twitter. Il quitte officiellement le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, ainsi que son poste de gouverneur de l'ancienne province du Katanga, après avoir passé 8 ans à la tête de cette entité territoriale. Au moment où la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de prendre des mesures transitoires et spéciales pour la gestion de nouvelles provinces, Moïse Katumbi Tchapoué opte pour l'ingouvernabilité. On remarque depuis quelques semaines une succession des faits dans la sphère politique congolaise et qui a même conduit à un réaménagement technique au sein du gouvernement. Les ministres entrants ont officiellement pris leurs fonctions mardi. On commence d'abord par le ministère de la fonction publique. L'ambiance était au rendez-vous. Pascal Issumbicho préside désormais à la destinée du ministère de la fonction publique pour les prochaines années. Ce nouveau locataire a pris officiellement les bâtons de commandement de ce ministère lors de la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, le ministre démissionnaire Jean-Claude Kibala. Ce dernier a cédé son fauteuil après 3 ans passés à la tête de ce portefeuille de l'État et annonce avoir accompli 70% des tâches lui assignées par le gouvernement. La stratégie de la réforme que nous avons mise en place a connu des avancées significatives. Mais il reste beaucoup de choses à faire, je dois vous rassurer. Les réformes que nous menons ici, il faut les projeter dans la vie. Chacun de nous, il vient poser des actes pour atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Et soyez rassurés, si nous voulons réellement réaliser cette vision du chef de l'État, qui est une vision de tous les Congolais, de voir ces pays émerger d'ici 2030, il faut un effort de chacun de nous et il faut une administration publique efficace, une administration développée. Tâche ardue certes pour l'actuel ministre, mais dont les résultats restent très attendus, à commencer par la vision qu'il compte à imprimer à son ministère. L'occasion était également pour Jean-Claude Kibala de faire une visite d'inspection aux travaux de réhabilitation et de modernisation de ce ministère, aussi de renseigner son successeur
sur le fonctionnement de l'École nationale d'administration pour le recyclage des fonctionnaires congolais. C'est le même type d'agent de l'État. À la Défense nationale, ce n'était qu'une permutation. Le nouveau locataire Atama Tabé Crispin prend le bâton de commandement. Il remplace à ce poste Aimé Moukena, nommé au poste de ministre des Hydrocarbures. Nous sommes au ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion. La salle de réunion est pleine à craquer. Pour cause, la remise reprise entre le ministre sortant, Aimé Moukena, et l'entrant, Crispin Atama Tabé. Trêve des commentaires, Aimé Moukena laisse à son successeur un tas de dossiers. Je vous lègue aussi des idées que j'ai matérialisées. Par exemple, les DDR. Je trouvais ici que ça avait un problème, qu'on ne pouvait pas financer les DDR. Je suis arrivé, avec l'aide de mon cabinet, on a lancé le DDR. Je vous laisse aussi une idée qu'on a matérialisée. Nous avions des problèmes de poudrière. Et avec la révolte des gens, on s'est dit quelqu'un peut mettre le feu là-bas. Il y en a 4. Le nouveau ministre de la Défense nationale peut ainsi prendre ses fonctions. Changement des décors, même acteur, même scénario, mais ici les rôles diffèrent. Au ministère des Hydrocarbures, c'est plutôt Crispin Atama qui cède sa place à Aimé Moukena. Le sortant laisse dans son actif le code des hydrocarbures. Vous allez hériter d'un ministère apparemment petit, mais très stratégique, très important pour l'État congolais, avec sa spécificité. Le plus urgent peut-être, ça peut être la situation qui est à l'est, parce que ça comporte un risque. Le gaz, le CO2 d'hydrocarbures, plutôt du dioxyde de carbone, je pense que le dossier, vers la fin, il faut que vous commenciez déjà à envisager l'invitation de la société qui a gagné le marché pour qu'il procède au dégazage, pour que le lac n'explose pas. C'est depuis vendredi dernier que le chef de l'État a signé une ordonnance portant réaménagement technique du gouvernement Matata II. Toujours en politique, sachez que Denis Kambaï Chimbombo, nouveau ministre du Sport et de la Jeunesse, successeur à Sam Maloukondi, s'engage dans la continuité de la vision du gouvernement et du président de la République pour accomplir ses tâches, il a dit lors de sa prise officielle de ses fonctions. C'est un autre Denis Kambaï qui sent la responsabilité. La responsabilité de beaucoup de choses. Vous savez, quand vous parlez de l'extérieur, vous dénoncez, vous constatez, et quand on vous donne cette responsabilité-là, il faut arrêter quelque temps, réfléchir, puis agir. C'est pour cela qu'à ce stade, nous n'allons pas faire notre propre politique, c'est-à-dire que nous ferons que la politique du gouvernement de la République, par la vision du président de la République et appliquée de main de maître par son Excellence Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, avec notre petite touche, surtout de rappeler que nous sommes à la tête d'un ministère des sports, de la jeunesse, sport et loisirs. Nous ne sommes pas à la tête d'un ministère de football. C'est la première petite différence peut-être que nous pourrons apporter, c'est qu'on va sentir l'activisme de toutes les disciplines autour de cette nouvelle vision. En dehors de cet aspect de faire le ministère de sport, véritable ministère de sport et non le ministère de football, nous allons penser à cette partie de la politique en ce qui concerne la jeunesse. Il est important qu'aujourd'hui, que tous les jeunes Congolais puissent comprendre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis à la tête
ministère Soucis techniques, on va parler transport en commun. 2 morts et un blessé, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit aux environs de l'université de Kinshasa. Après collision entre le bus de la société de transport public Transco et une moto transportant 2 passagers. Conséquence, le bus Transco a payé les frais de la barbarie des habitants de ce coin de la capitale. Décidément, en cas d'accident de circulation, le chauffeur est tout de suite victime, même si tout n'est pas de sa faute. Sans autre forme de procès, la population choisit toujours de se faire justice avant même les constats par les agents de l'ordre. Ce comportement barbare explique la scène vécue aux environs de l'université de Kinshasa dans la commune de Limba où un bus de l'établissement public Transco de la ligne 19 a été complètement vandalisé. C'était vers 19h quand ce bus, revenant de l'arrêt trafic pour se rendre à Lupin, a cogné un motard communément appelé Wewa qui transportait 2 passagers. Lui et l'un des passagers ont succombé de leurs blessures et l'autre passager s'en est sorti avec des blessures graves. Le taxi-moto roule en slalom à cause de l'état de la route. Et selon des informations en notre possession, un chef de sécurité Transco descendu sur le terrain pour faire le constat a été également pris à partie. Grièvement blessé, il a été acheminé dans un centre hospitalier le plus proche pour des soins appropriés. C'est irréparable, c'est produit aux environs du Triangle, déclassant ainsi un bus standard de 48 places assises et près de 20 places debout. Ce bus, acheté avec l'argent du contribuable, servait les démunis et même les étudiants de cet alma mater à un prix démocratique pour plusieurs kilomètres. C'est depuis un moment que certains Quinois ont pris satisfaction au vandalisme sans mesurer les conséquences. Étant un état de droit, la République démocratique du Congo doit bien actionner sa justice pour décourager la violence. À ce jour, la société de transport public à Transco ne compte plus que 499 bus, un nombre encore insuffisant qui continue à remplir la mission lui confiée pour satisfaire la demande. Prenons la direction de Goma pour parler de ces déclarations politiques de ressortissants de Walikale. Ce sont des cadres issus de 7 partis politiques de la majorité présidentielle qui réitèrent leur soutien indéfectible au chef de l'État, Jean-Jacques Kaboussala, et cadre de l'ETC. Il s'explique au micro de Patrick Sialoa. Nous, animateurs des partis politiques de la majorité présidentielle, PPRD, SCT, UCP, AFDC, COFEDEC, Burek Palou, ressortissants du territoire de Walikale, réitérons notre confiance, fidélité et attachement indéfectible au chef de l'État de la République démocratique du Congo, le Raïs Joseph Kabila Kabange, et à ses collaborateurs au niveau national et provincial. Soutenons le chef de l'État, ainsi que les institutions légalement établies, le gouvernement national et le gouvernement provincial. Félicitons et encourageons les partis politiques et leurs animateurs qui sont restés fidèles à la vision du chef de l'État, réunis au sein de la majorité présidentielle. Manifestons notre disponibilité pour soutenir et accompagner les actions de développement, de sécurité et de paix en faveur des populations de la province de Nord-Kivu en général et du territoire de Walikale en particulier, sous l'initiative de l'autorité morale de la majorité présidentielle en province. Nous citons l'honorable Julien Paluku Kaongia, le gouverneur de province, déclarant ces jours que plus jamais, encore plus jamais, le territoire de Walikale ne sera le bastion de l'opposition, ni une entité victime des manipulations politiciennes souvent orchestrées par des politiciens pyromanes en quête de positionnement personnel. Non aux brebis galeuses au sein de la police nationale congolaise, section Nord Kivu, et aux faux taximens moto. Le commissaire provincial se dit déterminé à mettre fin aux cas d'insécurité qui refont surface dans ce coin du pays. Il a par la même occasion profité pour présenter les 7 criminels arrêtés à la presse. Ces présumés criminels, dont leur âge varie entre 18 et 30 ans, sont spécialisés dans les vols, extorsions et certains en se faisant passer pour des taximens moto, pourtant armés.
Pour le commandant de la police Nord Kivu, au cours d'une parade ce mardi, a déclaré qu'une guerre sera lancée contre tous ces faux taximens moto et les faux officiers de la police en circulation à Goma. Ce que vous avez vu, c'est lui qu'on a abattu, il était avec revolver sur la moto. On a eu, il y a la dame qui a été victime de son sac, c'était la moto, heureusement qu'on les a récupérés parce que maintenant ce n'est pas des racontars, ce n'est pas peut-être tous les motards, mais je crois qu'il y a quand même des brebis galeuses parmi eux et que ce sont ces gens-là que nous devons extirper en collaboration justement avec le responsable des motards. Grade, c'est celui qui a porté, il n'a que deux alternatives. Soit les faire déjà disparaître de l'épaule avant qu'on réagisse, ou alors dès qu'on l'a et qu'il continue, sa place est ailleurs, sera mis à la disposition de la justice. La société civile urbaine, dans sa déclaration sur l'insécurité au chef-lieu du Nord Kivu, accuse par contre certains éléments de la police de semer l'insécurité à Goma. Nous, comme société civile de Goma, nous aurions voulu, nous pouvons proposer à l'autorité provinciale, civile que militaire et policière, qu'on puisse avoir l'habitude de permettre chaque fois les unités de la police qui sont déployées dans les différents quartiers pour faire la sécurité. Parce que nous avons estimé qu'il y a des policiers qui font une année, qui font autant de jours, il est toujours déployé dans les mêmes quartiers. Pourquoi cela? Ils cherchent les endroits où il y a l'obscurité totale, pour essayer d'inquiéter la population, extorquer la population, tuer la population, piller la population. Justice internationale accusée d'atteinte à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages dans le cadre de l'affaire. Le procureur de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba Kilolo Manguinda Wandou et Narcisse Arido ont plaidé non coupables hier mardi lors de l'ouverture du procès. Les audiences se poursuivent ce mercredi avec la présentation des déclarations liminaires de la défense. Durant la première partie de ce procès, le bureau du procureur présentera l'ensemble des moyens de preuve dont il dispose et dès que l'accusation aura terminé sa présentation, il reviendra aux accusés avec le concours de leur conseil de présenter leur défense. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme, ces deux institutions viennent de signer un protocole d'accord et s'engagent d'œuvrer ensemble pour l'organisation des élections crédibles et transparentes et apaisées. L'événement a eu lieu au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Voici l'acte qui détermine ce jour le partenariat entre la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme. La signature n'a duré que quelques minutes, cependant porteuse d'un apaisement dans le processus électoral, une preuve supplémentaire d'un engagement constant de l'organe électoral. Il s'avère que chaque institution a un rôle à jouer tout au long du processus électoral, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Pour la CNDH, la signature du protocole d'accord de partenariat avec la CENI est d'une très grande importance parce que la franche collaboration entre ces deux institutions va contribuer à la construction d'un état de droit et de la démocratie dans notre pays. Un mariage pour une marche commune visant à crédibiliser le processus électoral, mission constante à réaliser à tout prix par la Commission électorale nationale indépendante. La participation et la présence de la CNDH témoignent ainsi clairement de nos engagements et soutien au respect des droits de l'homme dans tous ses aspects. À compter d'aujourd'hui, nous évaluerons ensemble les progrès réalisés dans le cadre du respect des droits de l'homme dans son volet relatif aux élections. J'émets le vœu que la cérémonie de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre nos deux institutions, soit le déclencheur de la collaboration que je voudrais fructueuse entre la CENI et la CNDH et vise entre autres à moderniser et renforcer le rôle des agents électoraux en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays. La poursuite du cycle électoral pour des élections crédibles
Une question qui intéresse aussi les États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en RDC a fait le déplacement du quartier général de cette institution d'appui à la démocratie dans l'objectif de s'imprégner de l'évolution du cycle électoral. Moi, je viens faire le point avec les leaders de la CENI afin de mieux comprendre les prochaines étapes. Évidemment, il y a beaucoup de yeux focalisés sur la CENI maintenant, suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est notre perspective que la réponse de la CENI sera vraiment très importante afin d'orienter les prochaines étapes électorales. Donc nous sommes déjà bien impliqués en amont quant aux préparations aux élections, mais pour que ce dossier électoral avance bien, je crois, comme j'ai dit, il y a beaucoup de questions importantes à résoudre en court terme. Le rapprochement des institutions, un signe déclencheur des collaborations capables de crédibiliser les processus en cours. La bonne gouvernance, c'est aussi à ce processus de réforme des finances publiques. Des membres de la société civile, considérés comme étant partie prenante à l'élaboration du budget, ont été outillés sur ce processus, une façon pour les gouvernements d'assurer l'orientation de ces réformes. Au regard des énormes défis qu'oppose la conduite des réformes économiques et les implications de plusieurs acteurs dans ce secteur, le gouvernement congolais a pris des dispositions pour assurer l'orientation de ces réformes. Ainsi, des formations de membres des organisations de la société civile sur les finances publiques ont été initiées. Objectif, rendre plus efficace la participation citoyenne dans la préparation des analyses budgétaires de projets de loi de finances. Le principe budgétaire, avec ces exceptions, nous ont été très capital pour nous faciliter les analyses budgétaires, pour nous faciliter à contrôler la gestion plutôt de finances publiques, comment par exemple le budget 2015 a été géré, est-ce que les procédures ont été respectées et comment l'élaboration du budget 2016 se fera. Cette formation de plus d'une semaine assurée par le COREF s'est clôturée ce mardi sous une note de satisfaction pour les participants. À ce jour, la société civile, on a renforcé ses capacités parce que ceci entre dans le cadre de la réforme budgétaire qui veut qu'il y ait la transparence et la redevabilité dans la gestion du budget. Donc c'est une très bonne chose pour le gouvernement d'avoir accepté d'associer la société civile dans cette démarche. Nous espérons qu'avec ce renforcement de capacités, la société civile pourra mieux suivre le processus budgétaire pour 2016 et cela va assurer la bonne transparence des finances publiques. Au terme de cette formation, quelques recommandations ont été formulées, notamment l'application par la société civile de la transparence, la participation citoyenne et la redevabilité aux finances publiques. Formation, performance, le résultat, nous en parlons dans ce chapitre éducation. La lauréate de l'examen d'État édition 2015 vient d'être nommée citoyenne d'honneur suite à un dur labeur durant son cursus scolaire. Julia Tayaye Ileyi, lauréate avec 91% de l'examen, vient de recevoir une récompense très significative. C'était au cours de la double cérémonie organisée par le gouvernement provincial. Lycée Kabambari est dans la commune de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est de fort belles manières accueilli dans cet établissement scolaire. André Kimbuta est venu personnellement présider la cérémonie solennelle des remises des prix à Julia Tayaye Ileyi, lauréate à l'examen d'État pour l'édition 2015 avec 91% en option mathématiques et physique. En initiant cette activité, le gouvernement provincial de Kinshasa voudrait mettre en exergue le bel exploit réalisé par mademoiselle Julia Tayaye Ileyi, qui de ce fait force l'opinion à tourner les regards admiratifs vers elle. Désormais citoyenne d'honneur de la ville de Kinshasa, Julia Tayaye a reçu de nombreux cadeaux, un ordinateur portable, une somme d'argent comme cadeau personnel du gouverneur de la ville et de la part du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, une bourse
pour tout son cursus universitaire. C'est un honneur pour moi d'être citoyenne d'honneur et franchement, je me sens, je suis assez joyeuse par rapport à ça. Le même conseil, ne pas se donner dans l'OSVT et continuer à étudier. Et pour les jeunes qui n'ont pas les possibilités d'étudier, de ne pas perdre espoir, je compte me lancer dans le monde des finances et de l'économie. Très bel exemple pour la jeunesse. Pour les autorités du lycée Kabambaré, c'est le fruit d'un travail assidu. Bien que notre élève a obtenu 91%, ce n'est pas un fruit du hasard. Dès le premier jour, on commence à se mettre au travail. C'est le fruit d'un bon travail abattu au lycée Kabambaré qui a donné les pourcentages que Dieu lui a obtenus. Lors de cette cérémonie, il était aussi question de primer les 4 lauréates des derniers concours nationaux des dictées, la remise des 100 bancs et d'autres manuels scolaires aux autorités du lycée Kabambaré a sanctionné cette cérémonie. Parlons sport pour terminer. Suite et fin de la 4e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa cet après-midi au stade Père Raphaël de Lakétul avec la rencontre OCI Dimou contre FC Tonardo en premier match. En seconde explication, l'OC Okinawa croise le fer avec Rangers. Hier, pour rappel, l'AC Djidjak et JSK se sont neutralisés par le score d'un but partout et l'OCK a battu l'AC Bandal par 1-0. Le football club Renaissance est en tête avec 12 points suivi de JSK 10 points au classement. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous. Le prochain est prévu pour tout à l'heure à 19h30. Retrouvez Déby Moindre.